Bonjour, je suis Emmanuel Ardillon, je travaille à EDF R&D au département Prism et je suis également animateur du groupe de travail et de réflexion sécurité et sûreté des structures de l'IMDR et je remercie l'IMDR de m'avoir invité pour présenter cet exposé sur la fiabilité des structures dans le cadre du MOOC fiabilité des structures, sur les concepts fondamentaux et les principes de l'évaluation. Alors, je vous laisse, pour gagner du temps, regarder le sommaire de l'exposé qui s'affiche sur la diapo. Et donc, nous commençons par la première partie. Pourquoi fait-on de la fiabilité des structures? Eh bien, il importe tout d'abord de rappeler que les structures ont certaines caractéristiques. Alors, une installation industrielle est constituée de composants actifs qui ont un rôle actif sur l'installation, c'est-à-dire qu'ils modifient un certain nombre de ses paramètres de fonctionnement comme le débit, la température. On trouvera par exemple les vannes. Et puis, en plus des composants actifs, il y a donc des composants passifs que sont les structures. Comme exemple de structure, vous avez ce qui est génie civil, les tuyauteries et leur supportage, les récipients. Les structures sont généralement peu défaillantes parce qu'elles sont moins complexes que les composants actifs et elles sont donc le siège d'un nombre de mécanismes de dégradation plus limités, souvent affectés de cinétiques de dégradation progressive. Néanmoins, les conséquences de leur défaillance peuvent être lourdes et elles sont donc du coup soumises à des exigences de fiabilité élevées. Et nous verrons que ceci a des implications méthodologiques pour pouvoir justement évaluer correctement ces niveaux de fiabilité élevés. Alors les structures sont en effet très fiables et comme le montre le tableau de la diapo, le risque de mortalité lié aux défaillances structurales est très inférieur au risque de mortalité issu de pas mal d'autres activités humaines. Ce premier constat reflète le fait que la fiabilité pratique des structures est donc élevée et c'est le résultat d'un processus global tout au long de la vie de la structure, depuis sa conception jusqu'à sa mise au rebut, en passant par la fabrication, l'installation, la maintenance, l'exploitation. Le deuxième constat que l'on peut faire sur ce tableau, c'est que les risques, d'une façon générale, les niveaux de risque sont très hétérogènes. Et pour une même conséquence, on s'aperçoit que selon l'activité considérée, on va avoir des niveaux de risque vraiment très différents. Alors cela reflète la perception en fait des risques. Le risque est une chose, sa perception en est une autre. Et selon que le risque est perçu de manière plus ou moins désagréable, eh bien on aura des risques tolérés qui seront plus ou moins importants. Alors parmi les facteurs qui jouent sur la perception des risques, eh bien il y a le caractère volontaire ou non de l'exposition au risque. Et par exemple, un alpiniste passionné par son sport aura peut-être plus de faculté à accepter le risque qu'il encourt plutôt que, eh bien, une personne dans sa vie courante qui est amenée à se rendre sous un bâtiment et espère bien ne pas être victime de sa défaillance. Autre facteur qui peut jouer sur la perception des risques, leur caractère plus ou moins anxiogène. Par exemple, le transport aérien qui laisse peu de chances de survie est plus anxiogène que le transport automobile qui est d'usage aussi plus fréquent. Le risque, si on compare le risque de mort lié à une défaillance structurale, on est donc, d'après les chiffres du tableau précédent, aux alentours de l'ordre de grandeur de 10-11 par heure. Alors, ce risque, on peut le comparer à d'autres risques issus d'événements catastrophiques qui sont totalement inévitables, comme la fin de l'univers, que par un raisonnement dû à la place, on peut estimer comme étant de l'ordre de 10-14 par heure. Donc une chute de météorite en un point précis, de l'ordre de 10-12 par heure, si on se réfère à la météorite qui avait provoqué l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années environ. Donc on s'aperçoit que finalement le risque lié à la défaillance structurale n'est pas si éloigné que ça en ordre de grandeur,
de ces risques qui sont pourtant totalement impondérables. Et réciproquement, on s'aperçoit qu'on est très en dessous du risque lié à la mort naturelle, hein, de l'ordre de 10-6 par heure, qui bien entendu varie au cours de la vie, de 10-7 ou un peu moins vers l'âge de 10 ans où il est minimal, jusqu'à des valeurs plus élevées. Alors on peut se demander finalement si ce niveau de risque qui semble très faible n'est pas un peu surprenant et irrationnel. Eh bien la réponse à cela, c'est en fait qu'il reflète ce qu'on a évoqué au transparent précédent, c'est-à-dire la perception des risques, et qu'il est aussi la conséquence du principe ALARP, bien connu en sûreté de fonctionnement, as low as reasonably practicable, qui invite à réduire les risques d'une manière générale, autant que faire se peut, c'est-à-dire autant que c'est raisonnable d'un point de vue économique. Et effectivement, on n'imagine pas que pour se rapprocher d'un risque qui serait plus, entre guillemets, rationnel, on puisse dégrader la qualité des structures déjà existantes. Malgré sa faiblesse, un risque de défaillance résiduelle existe, comme le montrent les diapos, le souvenir par exemple de la défaillance du pont Morandi, le viaduc autoroutier de Gênes, qui s'était effondré en août 2018. Des photos également de défaillance d'éoliennes onshore. Là, il s'agit dans une centrale nucléaire, en tout cas dans la partie conventionnelle, c'est-à-dire non nucléaire, de la centrale nucléaire de Miyama, avec l'éclatement d'une tuyauterie dont l'amincissement n'avait pas été suivi au cours du temps. Donc, d'un côté, on a pour les industries à risque, on a des exigences de sûreté élevées, mais elles fonctionnent également dans un contexte général concurrentiel, et donc elles sont soumises à des exigences de performance élevées. Et pour situer au mieux ce compromis, eh bien, les approches probabilistes sont utiles parce qu'elles permettent de quantifier les risques et puis de traiter de manière rigoureuse les incertitudes. À noter aussi que le compromis sûreté-performance, il ne faut pas présenter uniquement ces exigences comme étant antagonistes, dans la mesure où une installation plus sûre est peut-être plus coûteuse, mais elle est aussi plus disponible et donc plus performante. Maintenant, en quoi consiste de manière générale la fiabilité des structures? Eh bien, commençons par quelques définitions. Tout d'abord, une définition normée de la fiabilité. La fiabilité, c'est l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise dans des conditions données et pendant un intervalle de temps donné. Une structure, c'est un assemblage de pièces conçues pour assurer un certain degré de rigidité, encore que finalement on peut considérer que dès lors qu'un solide est dans un état de contrainte qui n'est pas homogène, c'est-à-dire qui n'est pas au niveau du point matériel, eh bien on peut considérer qu'on est déjà dans le cas d'une structure. Troisième définition, la défaillance, c'est la cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise. Et puis on parle aussi beaucoup de dégradation, un concept à distinguer de la défaillance. La dégradation étant l'évolution irréversible d'une ou de plusieurs caractéristiques d'un bien liées au temps, à la durée d'utilisation, à une cause externe. Et le vieillissement, c'est une dégradation progressive. Alors on a parlé de structure, de défaillance. Maintenant, la défaillance structurale, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du franchissement d'un état limite. Les états limites peuvent être de deux principaux types, les états limites ultimes avec perte de la structure et les états limites de service qui se traduisent simplement par un fonctionnement en mode dégradé. Les états limites ultimes vont provenir de l'éclatement de différents modes de ruine mécanique. Alors, principalement, donc, ruine par éclatement ou ruine par effondrement. L'éclatement pouvant être lui-même dû soit à un phénomène d'instabilité plastique, par exemple la tenue à la pression, soit une rupture brutale, c'est-à-dire une rupture par fissuration. Du côté des états limites de service,
eh bien, on aura tout ce qui est déformation excessive, vibration excessive ou fissuration. Cette défaillance structurale repose sur des fondements physiques. Une structure se situe dans un environnement et l'environnement exerce certaines actions sur cette structure que l'on peut catégoriser selon leur origine physique ou phénoménologique ou leur fréquence. Ces actions se traduisent par des sollicitations comme la pression, température, gradient de température, les moments. Et ces sollicitations peuvent entraîner certaines contraintes au sein de la structure et peuvent également générer des mécanismes de dégradation qui peuvent agir à leur tour sur les contraintes ou surtout sur la résistance en diminuant la résistance. Et lorsque le terme de contrainte ou de sollicitation devient supérieur au terme de résistance, alors il y a défaillance. La fiabilité des structures, eh bien, on a parlé de défaillance structurale, eh bien, la fiabilité des structures, c'est l'approche probabiliste de la défaillance structurale. Et son principe peut être rappelé comme on le voit sur la figure. Au cœur de l'approche, il y a un modèle physico-mathématique du comportement de la structure à la défaillance qui va nous permettre d'évaluer l'état de la structure. Ce modèle peut inclure un modèle de dégradation si on est en présence d'une plusieurs phénomènes de dégradation. Pour évaluer l'état de la structure, eh bien, on compare cet état à un état limite et c'est ce qui constitue le critère de défaillance. La défaillance étant, comme on l'a dit, le franchissement d'un état limite. Par exemple, lorsqu'une taille de défaut devient supérieure à une taille de défaut limite. En entrée du modèle, il y a des grandeurs physiques comme la géométrie de la structure, les tailles de défaut, les propriétés mécaniques des matériaux, les chargements issus de l'environnement. Et ces grandeurs peuvent être, pour certaines d'entre elles au moins, entachées d'incertitudes. Et en propageant les incertitudes de ces grandeurs d'entrée à travers le modèle, eh bien, on peut calculer ce que l'on cherche, c'est-à-dire une probabilité de défaillance ou un niveau de fiabilité. Et ce calcul va être fait via des méthodes dont on verra qu'il y a principalement deux familles parmi les méthodes classiques. Les méthodes de simulation éventuellement accélérées basées sur le Monte-Carlo et les méthodes d'approximation typiques de la fiabilité des structures, comme les méthodes form-SORM, First Order et Second Order Reliability Method. Ces méthodes font d'ailleurs l'objet d'un exposé spécifique de la part de Tanguy Moreau, un collègue membre du groupe de travail Sûreté Sécurité des structures. Alors mettons maintenant en perspective la fiabilité des structures vis-à-vis d'autres approches qui lui sont connexes. Tout d'abord, au niveau des incertitudes, eh bien, il existe maintenant, la communauté scientifique et industrielle a convergé sur l'existence d'un référentiel qui précise les principales étapes d'une étude quelconque de traitement d'incertitude. Et la fiabilité des structures est d'ailleurs à la fois à l'origine de ce référentiel et elle en est à la fois également un cas particulier. Et on voit sur le transparent une version simplifiée du référentiel où on garde les principales étapes. Il y a d'autres étapes qui ont été identifiées depuis. Et on voit l'application de ce référentiel au cas de la fiabilité des structures. Donc, avec la première étape, étape de spécification du problème, il faut donc un modèle déterministe du comportement de la structure à la défaillance, le critère de défaillance, la grandeur d'intérêt, c'est la probabilité de défaillance. En entrée du modèle, eh bien, il faut dire quelles sont les variables incertaines et quelles sont celles qui sont fixées. Et puis, une fois que cette étape est remplie, on passe à l'étape B, de quantification des sources d'incertitude, qui permet d'évaluer la loi conjointe des variables incertaines. Une fois que cette étape B est réalisée, on passe à l'étape C, qui est la propagation des sources d'incertitude à travers le modèle, jointe généralement à une étape C', qui est souvent concomitante,
d'analyse de sensibilité permettant de hiérarchiser les incertitudes. Autre type de comparaison, les autres familles d'approches fiabilistes. Il y a trois types d'approches fiabilistes différentes, selon le contexte et en particulier selon l'état du REX de défaillance. Premier cas, un REX de défaillance important. Dans ce cas-là, on peut faire de la statistique classique pour évaluer des distributions, des lois exponentielles de fiabilité ou des lois de Weibull, par exemple. Deuxième cas, on a un REX faible de défaillance, mais on a des avis d'experts, et alors la statistique bayésienne va nous permettre de combiner ces deux types d'informations. Et le troisième cas, c'est le nôtre, c'est le cas où a priori on n'a pas forcément de REX de défaillance, mais on dispose d'un modèle physique, physico-mathématique du comportement, et dans ce cas-là, on emploie la fiabilité des structures. Ces approches peuvent être éventuellement combinées. Et d'ailleurs, ceci fait le lien avec ce transparent dans la mesure où le REX peut intervenir aussi en fiabilité des structures, notamment le REX de défaillance s'il est disponible. Dans ce cas-là, on peut un petit peu combiner la fiabilité des structures avec la fiabilité classique, c'est-à-dire que pour valider ou non les prévisions du modèle, on peut comparer la fréquence de défaillance issue du REX avec celle prédite par le modèle physico-probabiliste. Autre type de REX qui va intervenir en fiabilité, eh bien, c'est le REX sur les grandeurs d'entrée, cette fois-ci du modèle, c'est-à-dire si on a des échantillons qui permettent d'évaluer les distributions statistiques de ces grandeurs d'entrée. La fiabilité des structures est évidemment utilisée pour donner une mesure de la sûreté ou de la sécurité d'une installation, mais elle est aussi utilisée non pas seulement pour la sûreté en tant que telle, mais pour la maintenance, en voyant l'impact justement sur la fiabilité des différentes politiques de maintenance. Elle permet de les hiérarchiser. Maintenant, rentrons un petit peu de manière plus quantitative sur une présentation de ce qu'est la fiabilité des structures. D'abord en commençant par le cas le plus élémentaire, résistance R-S, qu'on appelle également en sûreté de fonctionnement méthode contrainte-résistance, pour aller jusqu'au cas le plus général. Alors dans le cas R-S, une structure est modélisée par un terme de résistance et son environnement par un terme de sollicitation. Et il y a défaillance lorsque la sollicitation excède la résistance. Ce cas élémentaire nous permet déjà d'introduire la fonction G, qu'on appelle fonction d'état limite, ou fonction de performance, ou fonction de défaillance, qui est égale, dans notre cas, à R-S. Cette fonction G nous permet de partitionner l'espace entre d'un côté le domaine de défaillance, G négatif, et de l'autre le domaine de sûreté, G positif. La frontière entre les deux domaines étant la surface d'état limite, qui correspond à G de x égale 0. Donc, la fiabilité des structures va consister à calculer la probabilité de défaillance, c'est-à-dire la probabilité que R-S soit négatif, et cela s'écrit comme l'intégrale de la densité conjointe de R et de S sur le domaine de défaillance. Si R et S sont indépendantes, on se ramène de l'intégrale double, on se ramène à une intégrale simple, et évidemment, ces deux intégrales, simples ou doubles, peuvent être évaluées de manière très facile par les méthodes d'intégration numérique classiques. Lorsqu'en plus d'être indépendantes, les distributions sont gaussiennes, normales, eh bien, la probabilité peut se calculer analytiquement via l'indice de fiabilité bêta. Car dans ce cas-là, l'indice de fiabilité bêta s'exprime directement en fonction des paramètres des distributions et la probabilité est égale à phi de moins bêta, où phi est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire moyenne 0 écart type 1. On constate au passage que bêta peut s'exprimer en fonction du coefficient de sécurité déterministe
θ qui est égal au rapport de la moyenne de la résistance sur la moyenne de la sollicitation. Je vous laisse approfondir éventuellement l'exemple numérique avec les valeurs numériques qui sont données sur ce transparent. Venons-en maintenant au cas général. Dans le cas général, nous n'avons pas simplement deux variables aléatoires, mais un nombre potentiellement plus élevé, grand N, de variables aléatoires, pas nécessairement décorrélées. La fonction g est quelconque, pas nécessairement linéaire, elle peut être fortement non linéaire. La surface d'état limite G est alors une surface quelconque dans un espace de dimension n. Le problème est toujours le même, c'est celui de calculer la probabilité de défaillance, qui est l'intégrale de la densité conjointe des variables d'état du système sur le domaine de défaillance G de x négatif. Et à partir de cette proba, on définit l'indice de fiabilité généralisé, bêta, moins phi moins 1 de PF. Et on constate que bêta est à peu près, varie à peu près comme le log de la probabilité, et donc en échelle logarithmique. Alors ça renvoie à l'intérêt de cet indice de fiabilité, parce que l'échelle logarithmique est en effet peut-être plus adaptée que la probabilité elle-même. L'échelle logarithmique est plus en phase avec l'évaluation de probabilités qui sont des probabilités notionnelles, c'est-à-dire on calcule des probabilités conventionnelles qui reflètent toutes les hypothèses que l'on fait, le modèle, les incertitudes sur les données. Et donc, ces évaluations ont toujours un caractère un peu conventionnel, même si évidemment, on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus réaliste possible. Deuxième intérêt de l'échelle logarithmique, elle reflète mieux la sensibilité individuelle au risque. En effet, on percevra plus facilement un changement de décade quand un risque passe de 10-5 à 10-4 que si un risque passe de 10-5 à 2-10-5. Alors dans le cas général, l'intégrale est peut-être difficile à calculer. Elle peut être difficile à calculer, son calcul peut être complexe parce que le code G peut être un code numérique complexe, où la modélisation est très élaborée de la physique. Il peut comporter des irrégularités avec des non-linéarités, des bifurcations. Si on est en présence de phénomènes multiphysiques, on peut avoir un couplage de codes. Et la conséquence, c'est que déjà un appel unitaire au code peut être coûteux. Or, la méthode la plus générale pour calculer une probabilité de défaillance, c'est la méthode de Monte-Carlo. Mais avec cette méthode de Monte-Carlo, si on veut estimer une probabilité de l'ordre de 10-k, il faut faire 10 puissance k plus 2 appels au code G pour avoir une précision suffisante de l'ordre de 10%. Et on constate que, évidemment, si un appel unitaire est coûteux, et cette méthode va être inapplicable dans la plupart des cas d'études industrielles parce que on calcule des probabilités d'événements rares, donc k peut être élevé et 10 puissance k plus 2 peut être très élevé. Donc si Monte-Carlo n'est pas adapté, il faut développer des méthodes numériques spécifiques. Et il y a donc classiquement deux principales familles de méthodes de calcul. Les méthodes de simulation basées sur Monte-Carlo, des méthodes de simulation avancées, simulation accélérée, technique de réduction de variance. Et puis, la deuxième famille, ce sont les méthodes d'approximation forme-somme typiques de la fiabilité des structures, qui font donc l'objet d'un exposé spécifique par Tanguy Moreau, mon collègue, membre également du groupe de travail Sûreté et sécurité des structures de l'IMDR. Il est possible de combiner d'ailleurs ces méthodes entre elles. Il existe d'autres méthodes classiques, c'est l'intégration numérique déjà. L'intégration numérique, on a vu qu'elle marche bien sur le KR-S, mais au-delà, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il existe des versions optimisées d'intégration, comme la méthode de quadrature de Gauss, qui a un potentiel avéré, mais qui reste limité à des dimensions faibles, inférieures à 10, et à des probabilités peut-être pas trop faibles.
Il y a donc surtout parmi les autres méthodes des méthodes plus avancées, comme la méthode de subset simulation, simulation par sous-ensemble imbriqué. On se rapproche progressivement de la défaillance et la probabilité conditionnelle de passer d'un sous-ensemble à son successeur est faite en générant des chaînes de Markov via l'algorithme de Metropolis-Hastings. Autre famille de méthodes, ce sont les métamodèles, modèles de substitution. Là, c'est une autre stratégie. On remplace le modèle initial par un modèle beaucoup moins coûteux à évaluer. Ce faisant, on introduit bien sûr une erreur d'approximation. Il y a de nombreuses techniques comme les surfaces de réponse polynomiales, le chaos polynomial, le krigeage, les réseaux de neurones. Et puis, en prolongement de ces approches métamodèles, il y a les méthodes AK qui sont basées sur le krigeage, des méthodes de classification pour classifier les points défaillants et ceux qui ne le sont pas. Et on fait du krigeage adaptatif, c'est-à-dire avec à chaque étape un enrichissement du plan d'expérience sur lequel on bâtit à chaque fois un nouveau modèle de krigeage et on s'arrête jusqu'à la vérification d'un certain critère d'arrêt. Quels sont les avantages et les limites de la fiabilité des structures? Eh bien, leurs limites, elles sont assez gourmandes en informations. Il faut des modèles, il faut des données pour évaluer les incertitudes. Le coût de calcul peut être élevé. On calcule des probabilités notionnelles, c'est-à-dire qu'elles restent quand même avec un certain caractère conventionnel. La probabilité est seulement une image de la qualité du modèle et des hypothèses sur les incertitudes des données d'entrée. Et quatrième limite, eh bien, une fois qu'on a fait ces évaluations, il faut être capable de dire finalement si la structure est suffisamment fiable ou pas. Et donc pour cela, on a besoin d'une probabilité limite pour comparer la probabilité qui est calculée. L'obtention de probabilité limite est peut-être parfois un peu délicat. Les avantages de ces approches, eh bien, par rapport aux analyses déterministes, elles permettent évidemment de quantifier le risque, ce que ne permettent jamais les analyses déterministes. Elles sont également plus réalistes, dans la mesure où elles prennent en compte la totalité de l'information disponible et elles permettent un traitement rigoureux des incertitudes, en évitant d'empiler des conservatismes pas toujours totalement maîtrisés. Si on les compare maintenant avec les analyses de fiabilité classiques ou bayésiennes, eh bien, dans notre cas, on n'a pas besoin de risque de défaillance. On utilise l'ensemble de la connaissance disponible. Et comme on n'a pas besoin de règles de défaillance, eh bien, on peut les appliquer à des composants très sûrs qu'on ne voit jamais défaillir. Terminons par quelques références. Alors, principalement, au niveau français, l'ouvrage de référence est actuellement l'ouvrage Fiabilité des structures, que vous voyez, la petite icône de Maurice Lemaire, paru en 2005. Il y a une version anglaise internationale parue aux éditions Wiley en 2009. L'ouvrage collectif de l'IMDR qui montre 10 exemples d'études de fiabilité des structures, la fiabilité en mécanique, paru en 2018 aux presses des mines. Et puis côté outils, citons le logiciel OpenTurns, qui est co-développé dans le cadre d'un partenariat par EDF et qui est donc disponible et téléchargeable gratuitement à l'adresse indiquée. Pour terminer, quelques idées à retenir. La fiabilité des structures est une discipline relativement récente, depuis 1926. Elle permet un traitement rigoureux de l'incertain pour maîtriser les risques. L'information déterministe est nécessaire, il faut un modèle, mais elle n'est pas suffisante, il faut des données pour évaluer les incertitudes. Approche probabiliste et analyse déterministe ne sont pas sans rapport. On a vu qu'il existe un lien, par exemple, explicite entre l'indice de fiabilité et le coefficient de sécurité déterministe θ. Les structures ont des niveaux de fiabilité généralement élevés ou très élevés. Il faut donc être capable de calculer des probabilités très faibles, ce qui fait en particulier que la méthode de Monte-Carlo de base est inapplicable et qu'il faut développer des méthodes numériques performantes
pour faire ces évaluations. L'indice de fiabilité est un concept dont on a vu l'intérêt par rapport à son échelle logarithmique. Il existe également des mesures de sensibilité pour ces approches, et puis ces approches peuvent être mises en œuvre grâce à des outils qui sont maintenant des outils éprouvés. Il me reste à vous remercier de votre attention pour ce diaporama et à voir si vous avez des questions.